1915, la guerre terroriste s'enrichit d'un nouvel exploit. Un bateau neutre est torpillé par un sous-marin. Son nom, le Lusitania. Les Anglais aussi en ont construit des sous-marins. John Fisher, le prédécesseur de Churchill à l'Amirauté, lui a conseillé d'utiliser ses Fisher Toys. Mais les sous-marins anglais ne coulent pas les bateaux neutres. Ils ne font pas de guerre terroriste. Tirpitz, l'amiral constructeur de la flotte allemande, a convaincu l'empereur d'en construire quelques-uns. Depuis 1900, les sous-marins sortent des usines Krupp. On en vend même aux Russes. Les modèles construits en 1914 ne sont pas des petits engins défensifs, mais déjà des vaisseaux conçus pour des courses à longue portée. Les Allemands en ont 28 de ce type, sur une flotte de 33. Les Anglais en ont 74, mais seulement 18 sont capables de s'éloigner des côtes. La supériorité des modèles allemands a été démontrée. En septembre 1914, à U9, un sous-marin allemand a coulé 3 vieux croiseurs britanniques, la Bouquire, l'Ogg et le Crécy. Ça a été une émotion considérable à Londres. Le sous-marin les avait surpris au large de la côte hollandaise. La Bouquire avait coulé en 25 minutes. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés pour recueillir les survivants. L'U9 avait de nouveau frappé. 1400 marins étaient morts. L'Amirauté avait envoyé de nouveaux ordres. Aucun navire ne devait s'arrêter pour recueillir désormais des naufragés, qu'ils se débrouillent seuls. Voici le seul torpillage filmé de la guerre. C'est un U-35, un sous-marin allemand, qui quitte Trieste pour aller à la chasse aux canards. C'est ainsi qu'on appelle les cargos alliés. Son commandant, Arnaud de Périer, est un descendant des Huguenots français. C'est un fanatique de cinéma. Et il compte bien filmer à bord du sous-marin ses propres exploits. Le U-35 opère toujours en surface. Il respecte le droit de la guerre. Le capitaine a pour mission d'arrêter les navires marchands et de vérifier s'ils se livrent ou non à la contrebande des armes. Avant de les couler au canon, le capitaine ordonne l'évacuation de l'équipage. Un naufrage humain, une action exemplaire. Le capitaine peut montrer son film, il en est assez fier. Les jours suivants, le commandant de Périer enregistre une série de succès. Il coule successivement le Maplewood, chargé de minerais de fer, qui allait de Tunis à Londres, l'India, chargé de charbon de Cardiff en Iran, et le Stromboli, transportant du fer de Baltimore à Gênes. Le SS Corfou, venant de Gênes, était bourré de fer et d'acier. Le SS Nantemore livrait à Gênes du blé américain. Le blé est une matière stratégique, c'est discutable. La dernière cible est un schooner à 3 mâts, le Miss Maurice, qui venait de Madagascar, avec une cargaison qui n'avait absolument rien de stratégique. C'était uniquement des tortues.
La presse allemande célèbre bruyamment ses succès. Elle les situe en mer du Nord, pas en Méditerranée, c'est bien plus glorieux. L'état-major allemand n'oublie jamais la propagande de guerre. Un problème se pose bientôt. Faut-il continuer à raisonner en surface, en prévenant l'équipage, ou bien couler les bateaux de commerce par des torpilles en naviguant sous l'eau, sans avertissement d'aucune sorte? Depuis octobre 1914, la flotte anglaise renforce le blocus de l'Allemagne dans le Channel et la mer du Nord. Le but est évidemment d'affamer l'ennemi, de l'empêcher de produire. Un tout petit couloir est réservé à la navigation des neutres. En février 1915, les Allemands répliquent et déclarent zone de guerre toutes les côtes des îles britanniques. Les navires marchands ennemis seront coulés sans avertissement. Les neutres sont en danger car les navires britanniques sont soupçonnés de naviguer sous pavillon neutre. Scandale! On admet l'idée de frapper un navire marchand désarmé et de ne pas secourir l'équipage. C'est du terrorisme. En Grande-Bretagne, on mesure le danger. Le pays peut résister à ce blocage sauvage pendant 3 mois au plus. Pourtant, l'action des sous-marins est décevante. En mai 1915, ils ont coulé seulement 51 des 15 000 navires qui entrent dans les ports anglais. La flotte des chalutiers passe au travers. Pas de victimes parmi eux. Les Allemands sont furieux. Le trafic commercial semble défier les raids sous-marins, alors que quelques navires marchands seulement peuvent défier les champs de mines britanniques qui longent les côtes allemandes. Ils ne veulent pas convenir que les mines sont plus efficaces et moins répréhensibles que leurs sous-marins. En Allemagne, les effets du blocus sont vivement ressentis. On estime qu'avant 1 an, le pays connaîtra des émeutes dues à la famine et des scènes de pillage des stocks militaires, peut-être même des mutineries. Les prix alimentaires risquent de flamber. Ils ont déjà augmenté de 83% à Berlin, de 112% à Vienne. Blé, pommes de terre sont contingentés. Les mardis et les vendredis, la population ne peut acheter de viande. Chaque Allemand touche un œuf par personne et par semaine. On fait la queue pour avoir du beurre ou de la margarine. Le rationnement est encore renforcé. Les Allemands sentent arriver l'échéance de la famine et envisagent des représailles rapides et efficaces. Ils lancent des meutes de sous-marins sur la flotte anglaise. Quand tombe l'ordre allemand de guerre totale, les neutres, et particulièrement les États-Unis, sont indignés. Ainsi, on pourra torpiller les navires marchands sans sommation. C'est une violation des lois de La Haye que tous les pays civilisés ont acceptées, y compris l'Allemagne. Des lois qui humanisaient la guerre. Les Allemands prétendent que les neutres seront épargnés. Le Lusitania n'est pas un bateau neutre, il bat pavillon britannique. C'est l'orgueil de la Cunard White Star Line. Il a été lancé en Écosse sur les chantiers de la Clyde en 1907. Il pèse 30 000 tonnes et pousse ses machines à 25 nœuds à l'heure. Il a battu le record de vitesse sur l'Atlantique, détenu précédemment par un paquebot allemand, le Deutschland. Le Lusitania est doté de machines d'une puissance très supérieure. Il a pris le ruban bleu aisément en 1907.
Il a parcouru la distance de Queenstown en Irlande jusqu'à New York en 4 jours et demi. Pour cette époque, et sur la distance, c'est un record. C'est une des merveilles du XXe siècle, le comble du luxe, un palace flottant, décoré, flamboyant selon le goût de l'époque, un pesant chef-d'œuvre subventionné par le gouvernement, resplendissant de chrome, d'acajou, de lourdes draperies de velours, d'ascenseurs, de cabines téléphoniques, d'appliques électriques dans les cabines, d'un début d'air conditionné. La salle à manger des premières est du pur Louis XVI, surmontée d'un dôme où batifolent les muses peintes. La chaufferie a une capacité de 7000 tonnes, avec 25 chaudières et des nouvelles turbines à vapeur. Sur le pont, le capitaine William Turner, 59 ans, ce loup de mer en fin de carrière commande le plus fantastique, le plus rapide et le plus sûr bateau du monde, l'incoulable Lusitania. 1er mai 1915, à New York, samedi matin. Dans les journaux, on peut lire l'annonce du film de Griffith qui vient de sortir, Naissance d'une nation. Les grands magasins à Bloomingdale font de la réclame pour la canne de marche Prince de Galles ou pour les pianolas. Une petite annonce attire l'attention. Elle émane de l'ambassade d'Allemagne. Elle avertit le public américain que les navires battant pavillon anglais peuvent être coulés sans avertissement. Les voyageurs doivent prendre leurs risques. En soi, l'annonce est scandaleuse. Elle condamne les voyageurs américains à voyager exclusivement sous leur pavillon, alors qu'ils ne sont pas en guerre et qu'ils ont le choix des navires. Sur l'acheté numéro 54, au pied de la 11e rue, au cœur du district alimentaire, on retarde le départ du Lusitania jusqu'à 12h30. 1300 passagers s'impatientent. Parmi eux, 129 enfants, sans compter les 700 marins. Les passagers de première classe ont payé $137. Quelques-uns seulement ont annulé. Le capitaine Turner affecte de mépriser la menace allemande. C'est, dit-il, la plus belle plaisanterie que j'ai entendue depuis longtemps. Il a tout à fait confiance dans son navire. Sur l'hélice de la cargaison, le seul indice de contrebande, 4200 caisses de munitions pour armes individuelles. Un bruit court, le navire transporterait $6 millions en barres. Le manifeste ne le mentionne pas. Autre rumeur, le navire serait armé. Les Britanniques démentent. Le receveur du port de New York qui visite le navire avant son appareillage démente à son tour. 159 citoyens américains sont à bord. Parmi eux, le philosophe Albert Hubbard et sa femme Alice, le célèbre producteur Charles Frohman, le propriétaire d'une écurie de course, Vanderbilt, 100 fois millionnaire, qui va visiter ses écuries londoniennes. On largue les amarres. L'orchestre du bord joue Tipperary et le Star Spangled Banner avec les chœurs des Royal Welsh. Tout d'un coup, dans son périscope, le capitaine d'un sous-marin allemand, un U-20, aperçoit le Lusitania. Le Lusitania n'y prend pas garde. Il n'a aucun navire d'accompagnement pour le prévenir. Le commandant du sous-marin est le capitaine-lieutenant Walter Schweiger. C'est sa première patrouille. Il vient de couler 3 navires en 48 heures et il lui reste seulement 3 torpilles. Dans le vaste Atlantique, les routes du Lusitania et de l'U-20 convergent. Le capitaine Turner a reçu l'ordre de zigzaguer. Il y répugne. Il ne veut pas effrayer les passagers, dit-il. Il vient de recevoir enfin l'information que 2 U-boats croisaient dans les parages. Il réduit cependant sa vitesse à 18 nœuds pour profiter des courants porteurs. À 2 heures, le 7 mai 1915, Schweiger aperçoit une forme noire, il plonge. La masse du bateau tourne. Il présente son côté tribord. Je ne peux pas le manquer, dit-il. Feu.
La torpille éclate dans la chambre des chaudières. En 18 minutes, le Lusitania coule par 3000 pieds de fond, à 8000 de la côte irlandaise. Attente anxieuse dans les offices de la Cunard Line. On apprend que 1198 passagers ont trouvé la mort. 63 sont des petits-enfants. 128 des Américains. C'est la première fois que des civils américains sont victimes de la guerre. Alfred Vanderbilt, qui ne savait pas nager, avait donné sa bouée de sauvetage à une femme. Les Hobart étaient morts. Charles Frohman était mort. 700 survivants arrivés de Queenstown et le consul américain pouvait câbler les détails de la tragédie. Aussitôt reproduit naturellement dans la presse américaine. Panique à Queenstown. Des femmes meurtries, glacées, des hommes estropiés, des enfants terrorisés. Des piles de cadavres sur le quai. Une petite annonce à la vitrine d'un magasin. Lusitania, bébé perdu. 15 mois. Cheveux frisés et teint rose. Habillé de jersey blanc et de chaussons de laine blanc. Essaye de parler, de marcher. Le capitaine Turner est parmi les survivants. Il croyait être le dernier à avoir abandonné le bord. Il avait quitté la passerelle, plongé dans l'eau lorsque la proue émergeait au-dessus de l'abîme. « 10 mai à Queenstown. Un premier groupe de 100 victimes est inhumé dans une fosse commune. Aux États-Unis, l'opinion est en état de choc. Le New York Sun affirme que le pays n'a pas été victime d'une telle folie criminelle depuis la perte du cuirassé le Maine en 1898. Le New York Times, habituellement réservé, déclare « Ce n'est pas la guerre, c'est du crime ». L'enquête innocente la Cunard et le capitaine Turner. Celui-ci accuse l'amirauté. On aurait dû, dit-il, l'escorter. Churchill répond « Pas question de détacher des destroyers pour protéger des paquebots ». À Londres, une procession funèbre exhibe la maquette du bateau. Dans plusieurs villes anglaises, la colère s'exprime. Les magasins au nom allemand ou qui vendent des marchandises allemandes sont mis à sac. Les bobines interviennent guère pour empêcher ces pillages. En Allemagne, on édite une carte postale qui représente le Lusitania et l'amiral von Tirpitz comme si le torpillage du paquebot était une victoire personnelle de l'amiral allemand. Mais l'empereur n'est pas à l'aise. La rage de la presse américaine ne faiblit pas. Un Allemand d'Amérique est arrêté pour parjure parce qu'il a affirmé à la cour qu'il avait vu des canons sur le Lusitania. Il écope de 18 mois de prison. Theodore Roosevelt, l'ancien président, traite le torpillage de piraterie et de crime.
Wilson, le président en exercice, bombarde Berlin de notes, exigeant que les citoyens américains en mer soient respectés. Toute nouvelle agression des sous-marins, écrit Wilson, sera considérée comme un acte délibérément inamical. Teddy Roosevelt estime cette réaction beaucoup trop faible, et le secrétaire d'État, Bryan, l'estime au contraire trop forte. Les Allemands comprennent la menace. Au début de 1916, ils abandonnent la guerre totale par sous-marin. Ils ont décidé d'employer sur le front de l'Ouest une autre forme de guerre terroriste, l'anéantissement par les gaz et les canons lourds. Après la terreur sur mer, le Kaiser prépare la terreur à Verdun. L'Europe du Nord-Ouest est meurtrie. L'occupation sauvage, les gaz asphyxiants, les sous-marins, autant de manifestations de la guerre terroriste, de la guerre totale, qui frappent aussi l'Angleterre. La forteresse insulaire, gardée par la plus puissante flotte du monde, a été férocement bombardée le 16 décembre 1914 par les croiseurs allemands de bataille. Scarborough, Whitby, Hartlepool ont été frappés. « 106 civils, 15 enfants massacrés au canon de marine. Le pays est choqué. Le défi allemand frappe à la porte de l'Angleterre. Jamais le Royaume-Uni n'avait été victime dans le passé d'une attaque aussi sauvage. L'opinion publique exige des représailles sévères sur les ports allemands. L'amirauté médite sa réponse. Elle veut frapper non pas les civils, mais les troupes du Kaiser. Elle veut frapper quelque part sur les côtes du Danemark, au large du Jutland. Le 23 janvier 1915, premier engagement, indécis. La flotte anglaise a pris la mer pour répondre aux défis des Allemands. Les pêcheurs n'en croient pas leurs yeux. Les cuirassés lourds, les dreadnoughts, vont débusquer l'ennemi dans des parages où l'on ne s'attend pas à une bataille navale. Certes pas. Sur le Doggerbank, fréquenté habituellement par des chalutiers, le super dreadnought de l'amiral Sir David Beatty a intercepté une force allemande. Hurrah! Il y aura bataille. L'amiral allemand Franz von Hipper se dérobe conformément à sa lettre de course. Il ne doit pas affronter un ennemi supérieur. Ce sont les instructions de l'amirauté allemande. Les Anglais sont plus rapides et mieux armés. Ils coulent le plus cher, mais reçoivent eux-mêmes des coups et perdent l'ennemi dans le brouillard. Beatty est proclamé vainqueur, mais l'amirauté a des doutes sur la portée de cette victoire, qui n'est nullement décisive. Les Allemands peuvent faire du mal. De retour à Wilhelmshaven, von Hipper reçoit l'ordre de garder sa force intacte, plus que jamais. Il faut attendre que l'ennemi prenne l'initiative et ne pas rechercher l'engagement, lui dit-on. Les marins de la Kriegsmarine passent leur temps à répéter les grandes manœuvres et à laver le pont. L'ennemi attaquera bien un jour ou l'autre. Les marins anglais restent à quai pendant toute l'année 1915 ou à bord de leurs navires. On peut se demander pourquoi le gouvernement de Sa Majesté engloutit de telles sommes dans l'armement des super-cuirassés. Ils ne prennent pas la mer. La flotte n'accomplit que des missions de protection des côtes. Le roi George tient à sa flotte. Il a lui-même commandé un croiseur et c'est certainement à bon droit que l'on appelle cette flotte The King's Navy, la marine du roi.
La caste sociale de la marine est commandée par l'amiral Sir Roslin Westerwims, de vieille noblesse écossaise. Beatty est un roturier, marié à une riche américaine. Le commandant de la flotte, Sir John Jellicoe, pense après l'incident du Dogger Bank que la flotte est victime de ses traditions. On peut imaginer de nouvelles tactiques, dit-il, de nouvelles méthodes. Il n'est plus question de grandes batailles navales, comme dans la tradition de la Royal Navy. Il faut prévoir et prévenir les attaques des sous-marins. Il ne faut pas les mépriser. Il est essentiel d'imaginer des parades à la guerre sous-marine. L'une des plus sophistiquées, sinon des plus efficaces, est celle des Q-boats. Ces bateaux se présentent comme d'inoffensifs cargos. Ils attirent l'ennemi en surface et démasquent alors leurs canons pour le couler. Ces bateaux pièges sont redoutables et surprennent, au début du moins, les commandants des U-boats qui imaginent immédiatement des parades. La détection sous-marine. On imagine un appareil pour repérer au son les moteurs d'un ennemi invisible. À la fin de 1915, après l'affaire du Lusitania, les sous-marins allemands ont reçu une mission nouvelle. Attaquer les navires de guerre de la Royal Navy. Désormais, la grande flotte est en danger. Les Allemands veulent rompre en force l'encerclement du blocus naval. Ils connaissent toutes les bases d'opération de la Navy. Celle de Jellicoe, au nord. Celle de Beatty, et aussi la base de Douvres, d'où partent les patrouilleurs et les mouilleurs de mines dans le Channel. La flotte allemande de haute mer ne sort pas, ne risque rien. Elle se cache dans ses mouillages à l'épreuve des mines. Mais ces U-boats peuvent sortir. Et les zeppelins peuvent décoller. Ils peuvent attaquer à la bombe les navires de guerre. En un jour, ils peuvent atteindre Londres, Hull, Yarmouth. Une fois de plus, les villes britanniques sont à la merci des raids terroristes allemands. Après l'attaque maritime, voici le raid aérien. Les raids de Zeppelin font des victimes dans la population civile. Quand ils bombardent les villes, le public et la presse exigent des représailles. La grande flotte en est chargée. On attend d'elle une action immédiate sur les côtes ennemies. Depuis le début de 1915, l'amiral s'active. Il comprend que l'opinion publique exige qu'il agisse. Le méticuleux, le parcimonieux Jellicoe contrôle l'impétueux Beatty. Il est convenu que Beatty partira seul pour jouer le rôle d'appelant, pendant que Jellicoe portera le gros de la flotte sur les côtes danoises. Des hydravions bombarderont les bases de Zeppelin. Si les navires allemands sortent, la bataille sera décisive. L'amiral Scheer, qui commande la flotte du Kaiser, est un aventureux qui rêve d'engager les croiseurs de bataille de l'amiral Hyper dans un affrontement décisif qui fasse perdre sa supériorité à la Royal Navy. Le Kaiser aussi veut ménager sa flotte qui lui a coûté une fortune, mais il comprend que l'opinion n'admettrait pas qu'elle reste au port indéfiniment sans rien tenter. Il a donné blanc-seing à Scheer qui médite une sortie. Il prévoit que les zeppelins et les sous-marins seront associés à l'attaque de la grande flotte dès qu'elle sera signalée en mer. Hyper se chargera de l'attirer et de la conduire devant les unités de Scheer qui attendront, canons chargés, torpilles prêtes. Au matin du 30 mai 1916, après des mois d'inaction,
la grande flotte britannique quitte Scapa Flow et fait route vers le sud-est. Les gros navires, sur ordre de Jellicoe, ont fait leur plein de mazout pour les plus récents, de charbon pour les autres. 325 tonnes de charbon sont chargées par 350 hommes en 1 heure. Jellicoe a dû avancer ses plans parce qu'il a reçu l'information que la grande flotte allemande s'apprêtait à appareiller. L'ordre a été intercepté et décodé par les services d'intelligence navale britanniques. En réalité, les Allemands ont émis des messages pour pousser Beatty à sortir. Mais ils ne pensaient pas que la flotte tout entière allait suivre Beatty. 24 super dreadnoughts ont pris la mer avec des croiseurs de bataille, des croiseurs légers et lourds, des destroyers en grand nombre. 152 navires obéissant aux ordres des amiraux Beatty et Jellicoe. Une grande bataille navale se prépare. Quelques heures plus tard, 101 navires allemands s'alignent aux ordres de Hipper, qui joue le rôle de l'appât, suivi de Scheer, le chasseur. Le 31 mai 1916, les deux grandes flottes écument la mer du Nord. Chacune d'elles est à la recherche d'une flotte et ne pense pas tomber sur la grande flotte. Elles pourraient passer à côté l'une de l'autre, se manquer. Le hasard veut qu'elles se rencontrent sur le Skagerrak, près de la péninsule danoise de Jutland. Les dés sont jetés, la bataille de Jutland est engagée. « 2h20, l'heure du destin. Un vapeur neutre apparaît devant la flotte allemande. Dans les jumelles d'un capitaine allemand, c'est un vapeur danois appelé le Fjord. 2 destroyers l'accostent, envoient une chaloupe pour faire une visite de contrôle. Le premier échelon de la formation de Beatty a aussi aperçu la vapeur du fjord. Les croiseurs légers s'avancent en reconnaissance. Ils sont accueillis par les canons allemands. Le Galatea indique qu'il est au contact. Beatty et Hipper font ranger leur flotte en ordre de bataille. Les matelots sont réveillés par les sirènes d'urgence. Ils gagnent aussitôt leur poste de commande. Les pièces lourdes sont aussitôt chargées, prêtes à tirer. Les chefs sont impatients d'en découdre. Les marins dans les tourelles ont les nerfs à vif. Derrière Beatty, l'amiral Jellicoe s'approche en poussant les machines. Il détache en reconnaissance 3 de ses plus rapides croiseurs de bataille. Il se hâte de venir au secours de Beatty, qui indique en hissant son pavillon marqué d'un lion qu'il est à la poursuite de Hipper. Il se précipite ainsi dans le piège allemand. Toute sa flotte, par suite d'une erreur de signaux, ne le suit pas.
Il se jette dans la bataille avec une partie seulement de ses forces. Beatty avance vers le sud, droit sur le piège allemand. Quand il reçoit un message d'un de ses destroyers d'approche, la flotte de bataille allemande est sur lui. Il s'agit des unités de Scheer qui chargent déjà les canons. Les navires de tête de Beatty ont de sombres pressentiments. Ils font machine arrière et rejoignent Jellicoe. Avec 2 croiseurs de bataille et son navire le Lion qui crache de la fumée par ses blessures, Beatty marmonne, jure, se demande ce qui fait la supériorité des Allemands au feu. Il découvre la technologie Krupp et la valeur de l'entraînement de la marine de guerre de l'amiral von Tirpitz. Tard dans l'après-midi, une force nouvelle rejoint la bataille. C'est l'avant-garde envoyée par Jellicoe au secours de Beatty. Ces navires se perdent, manquent l'escadre, mais l'heureuse erreur de navigation les jette sur le flanc de la flotte allemande. Celle-ci repère mal l'ennemi dans le brouillard et la fumée. Elle s'imagine que la Royal Navy s'est donné rendez-vous au complet. Elle tire aussitôt le canon. Toutes les pièces entrent en action. Les croiseurs de bataille de Jellicoe ont accroché l'ennemi. Jellicoe lui-même surgit avec ses super dreadnoughts venant du nord-est. Les plus puissantes unités sont désormais sur les lieux. Jellicoe se désespère d'apprendre que Beatty a subi de lourdes pertes dans sa course solitaire, sous le feu du gros de l'escadre ennemie. Alors commence le spectacle unique du déploiement de la grande flotte. Il est gêné par Beatty qui manœuvre gauchement, se plaçant entre Jellicoe et l'ennemi. La fumée de ses navires empêche l'amiral d'observer les Allemands. Il envoie à Beatty un message excédé. Mais où est donc la flotte ennemie ? Jellicoe comprend que l'ennemi est aussi embarrassé que lui et qu'il faut profiter de la confusion. À 2 reprises, prenant avantage de sa vitesse supérieure, Jellicoe lance ses plus lourdes unités à travers les rangs ennemis, les super dreadnoughts, orgueil de la flotte britannique. Il trace une sorte de lacet, de nœud coulant, autour de la flotte ennemie qui doit ainsi se trouver nécessairement prise dans un piège, dans une nasse. Pour éviter le désastre, l'amiral Scheer ordonne à tous ses navires de tourner de 180 degrés vers tribord.
La flotte de haute mer s'élance en direction de ses bases. Jellicoe essaie de la retenir avant qu'elle n'atteigne le sanctuaire de ses champs de mines. Avec le soleil couchant dans le dos, aveuglant les viseurs des canons allemands, les Anglais se préparent au combat à mort. Le crépuscule sauve la flotte allemande, mais aussi la hardiesse de Scheer, qui n'a pas la prudence tatillonne d'un Jellicoe. Dans l'obscurité, Scheer conduit ses navires à travers un couloir étroit qu'il distingue vaguement. Dans une série d'affrontements furieux, dans le désordre des bâtiments qui croisent leur route et se reconnaissent à peine, Scheer franchit l'obstacle, perdant seulement 2 croiseurs légers et un vieux navire de bataille. Jellicoe fait son compte, il a perdu un croiseur et 5 destroyers. Au matin du 1er juin 1916, les navires britanniques découvrent que la mer est vide. Scheer fait déjà son rapport au Kaiser. La supériorité britannique n'existe plus. La Royal Navy s'est définitivement retirée de la guerre. La couronne, la presse et le public font à leur flotte un accueil ambigu à son retour en Angleterre. Les journaux anglais ne sont pas du tout certains que l'amiral ait gagné la bataille et se posent le problème du coût et de la nécessité d'un engagement aussi dur qui n'a pas obtenu de résultats marquants. Les Anglais ont perdu 14 navires contre 11 bateaux allemands, 6000 marins sont morts et seulement 2500 Allemands. Il n'y aurait plus dans cette guerre de bataille navale. L'affrontement de Jutland était inutile, il laissait le champ libre aux sous-marins. Non seulement il laissait le champ libre aux sous-marins, mais il n'avait pas remporté la bataille décisive qui devait interdire la mer aux escadres de l'amiral von Tirpitz.